Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, je reçois un acteur, un comédien qu'on voit de plus en plus sur les planches, qui prend de plus en plus la lumière extérieure justement, et qui a une grande lumière intérieure. J'ai le plaisir de recevoir Pascal Demolon. Bonjour. Bonjour Pascal, ravi d'être avec nous sur KTO. À l'occasion, alors on vous reçoit à l'occasion de la sortie de votre dernière pièce, Oui. votre premier seul en scène qui vient de démarrer au Théâtre de l'Œuvre. C'est Qui qu'a fait quoi? Alors le pitch, vous allez nous le raconter un peu mieux que moi, mais bon, c'est un peu une enquête policière fantasque autour de la disparition, enfin de la mort d'une jeune femme très jeune, et vous essayez de démêler le vrai du faux, enfin tout ça dans une atmosphère assez particulière. Dites-nous en plus. Alors, oui, pour ceux qui veulent courir au théâtre vous voir. Et ils seront les bienvenus. Je les salue déjà par avance. Oui, singulière déjà par la singularité du personnage. Voilà, que on ne nomme pas, mais qui fait partie de ces gens qui peuvent faire un peu peur parce qu'ils n'ont pas la même perception que nous. Ils sont inquiétants. Oui, il l'est par la force des choses, non pas parce que il souhaite l'être, mais par le regard des autres, en réalité. C'est-à-dire que c'est ce genre d'individus qu'on croise partout, qui ont ce petit décalage, ce petit décroché par rapport au côté rationnel de notre existence. C'est donc ce personnage qui prend à charge de venir raconter l'histoire parce que, en réalité, il n'a plus le choix que de la raconter. Parce que quelqu'un de connu, de très 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 connu, dont je tairai le nom, l'oblige à raconter cette histoire. Donc, en réalité, ce qui est assez touchant chez lui, c'est que il se fait fort de venir nous raconter dans un nombre de détails incroyables, extraordinaires. C'est-à-dire que lui prend beaucoup plus de temps peut-être que quelqu'un qui résumerait les choses en peu de temps pour juste mettre la lumière sur le côté dramatique ou émotionnel. Mais lui passe par tout un monde qui est en fait le sien. Alors justement, vous parliez de lumière, on a commencé par ça, Ouais. et il y a un petit extrait où on parle de lumière, et d'ombre aussi, de noir, regardez. T'as eu peur du noir? Si, t'as eu peur du noir. Mais il faut pas. Moi aussi, un jour, j'ai peur du noir. Et c'est fini. Oui, j'ai guéri. Et tu sais comment? J'ai rallumé la lumière. Ici. Clic. À partir du 5 mai, au Théâtre de l'Œuvre, et pour la première fois au monde. Voilà, là on a un petit aperçu Petit. entre oui, tout petit. Mais bon, ça donne un peu déjà une impression de l'ambiance, le noir, le blanc, le vrai, le faux, la vérité, Oui. le mensonge, l'erreur. Eh oui. C'est ça aussi que vous essayez de décrypter. Oui. J'essaye. Alors, encore une fois, ce qui me touche avec ce personnage, c'est qu'il pose des questions, il ne donne pas forcément la réponse. Et en même temps, si on l'écoute bien, il y a la réponse. D'où ce parallèle qu'il y a avec ce jeu qu'il met en place sur l'enquête policière. Il propose à ceux qui viendront écouter et regarder cette histoire de s'interroger autant sur les faits, sur le factuel de ce fait divers, autant que sur la manière de le percevoir et de l'écouter. Et alors, il ne simplifie pas les choses puisqu'il passe par un puzzle, un dédale de situations, parce que en fait, son objectif, c'est d'être le plus précis possible pour permettre aux autres de faire un peu le chemin, non seulement de cette enquête policière, mais le chemin de son existence. C'est-à-dire que pour la première fois, on va l'écouter. Pour la première fois, grâce à cette magie du huis clos du théâtre, il va, entre guillemets, contraindre les gens à écouter au-delà de ce qu'ils peuvent savoir, connaître. Et en même temps, il donne la parole au public parce que ils vont devoir faire un petit, un petit chemin sur ah oui. Donc si ah oui mais parce que même
au point, à certains moments, de perdre l'écoute des autres. C'est-à-dire que pour la retrouver encore mieux à certains moments. Donc en fait, le chemin qui va être fait par le spectateur sera à la fois le sien, propre, et celui de ce personnage qui va les emmener dans des endroits dont on n'a plus l'habitude de regarder, on n'a plus cette habitude de prendre le temps. Il y a une phrase qui m'avait beaucoup touché en d'autres temps, en d'autres lieux, qui était d'un auteur qui disait on oublie tout dans le bruit, on se souvient dans le silence. Et lui, le voyage qu'il propose, c'est ce chemin entre l'oubli, la mémoire. Lui a une mémoire phénoménale, il le dit lui-même, je n'oublie rien. Même si parfois j'aurais envie d'oublier, je ne peux pas. Tout s'empile. Je ne peux pas oublier les choses. Donc il a cette forme d'autisme qui fait que les choses s'inscrivent dans son esprit, dans sa mémoire et dans son ressenti, dans son corps. Et c'est ça que je trouve assez formidable avec ce personnage. Je n'arrive pas à nommer. On va savoir qui il est, mais je ne peux pas le faire là maintenant avec vous. Ce que vous venez de dire là, notamment sur le travail de mémoire, l'introspection, parce qu'en fait on entend que l'enquête policière mène à une introspection, une enquête sur soi et une enquête sur les autres, puisqu'il y a aussi l'interaction avec le public. Vous-même, ça correspond à votre histoire un petit peu? Alors je vais vous faire une confidence. Ouais. Je vais vous faire une confidence. Lorsque je me suis retrouvé en possession de ce livre qui m'avait été envoyé alors d'une manière invraisemblable dans une enveloppe Kraft par l'auteur de ce livre, cette autrice, pardon, que je ne connaissais pas du tout. Tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, j'ai pensé que c'était une blague, puisque lorsque la lettre que j'ai pu lire de cette autrice me disait l'avoir écrit pour moi en pensant à moi, je me dis mais comment c'est possible? Et donc j'ai lu ce livre sur un trajet de 5 heures en train qui m'emmenait en Suisse pour aller travailler, et j'ai été bouleversé. Et si vous voulez... Et vous avez percé à jour, en fait. C'est-à-dire pas tout de suite, en fait. C'est le livre en lui-même. C'est cette histoire qui m'a vraiment bouleversé. Donc j'ai pris le téléphone directement pour remercier la dame que j'ai eue au téléphone, en lui disant, qu'en même temps, je comprenais pas très bien la démarche. Bon, j'étais déjà rassuré sur une chose, c'est que c'était pas une blague de copain. Et à partir de là, j'ai compris le désir qu'elle pouvait avoir et l'enjeu qui m'était proposé. Et on me l'avait pas proposé 1000 fois, mais j'avais toujours botté en touche pour un seul en scène. C'est-à-dire que j'aime tellement jouer avec les autres, peut-être parce que, pour différentes raisons, mais j'ai simplement le plaisir d'échanger une aventure, voilà. Donc, pendant un quart d'heure, je lui ai fait un peu la liste des arguments qui me disaient de ne pas pouvoir, le faire. Et puis, au bout d'un moment, j'étais vaincu à la fois par l'émotion que ce livre m'avait procuré et par le silence de cette dame qui, en fait, m'a écouté à un point où je me suis un peu épuisé dans mes arguments et j'ai fini par dire oui, on va le faire. Donc, vous avez commencé par non et vous avez fini par oui. En réalité, oui. Et après, la gestation va être longue. Mais néanmoins, pour répondre à votre question, pour y revenir, sur le moment, moi, c'est l'histoire. C'est son écriture qui m'a vraiment bouleversé, remué, bousculé. Après, au fur et à mesure du temps, comme vous le savez, on a tous été bousculés par cette épreuve du Covid et d'un monde un peu nouveau par rapport à celui qu'on pouvait connaître, nos habitudes et tout, etc. Donc, ça a pris du temps, et au fur et à mesure que je travaillais sur l'adaptation du roman, au fur et à mesure, et encore il n'y a pas très longtemps, je me rendais compte qu'il y avait tellement de choses qui faisaient écho à ma vie d'une manière presque, je dirais, intime, que ça pouvait faire peur. Même qui ne vous connaissait pas intimement. Oui, absolument. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait même pas s'imaginer que telle chose allait résonner chez moi d'une manière extrêmement intime. C'est comme si quelqu'un, en fait, était en partie présent dans votre vie, ou connecté. Donc ça a été troublant. Et d'ailleurs, j'en parlais un peu avec mes partenaires, camarades qui me suivent dans l'aventure, à la mise en scène et tout, etc. Et encore là, il y a des moments, je suis là et je me dis, mais c'est fou, quoi. Mais ça fait rebondir même dans ma propre existence des souvenirs plus ou moins heureux, mais des souvenirs, avec une proximité incroyable.
Alors la genèse de ce seul en scène, comment elle s'est faite? Vous avez reçu ce livre quand? Oui. Ensuite, vous l'avez travaillé comment? Ça a pris beaucoup de temps, cette Beaucoup. gestation? Oui. Beaucoup. Et je vais, encore une fois, être franc avec vous. C'est-à-dire que, comme il y a eu cet arrêt dans le temps avec le Covid où tout le monde se posait la question de savoir qu'est-ce que serait le lendemain et tout, etc., j'ai pris du temps avant de m'investir dans... Voilà. Et puis, au fur et à mesure, l'échéance, de l'expérience que nous étions en train de vivre était en train de nous donner l'impression que ça allait bientôt redevenir un peu comme avant. Là, tout d'un coup, je me suis pressé à rentrer dans le livre et dans l'adaptation. Ça s'est fait vraiment par touche, par passer d'un livre de 220 pages à 30 pages sans trahir le sujet et en même temps en trouvant la forme pour l'amener sur scène, lui donner une légitimité, et puis une forme théâtrale. Ça a pris du temps. Combien de temps? Écoutez, si on met bout à bout tout ça, c'est 3 ans. 3 ans. Avec la dernière année où ça s'est accéléré, où là vraiment commencé à travailler. Et encore, au moment où je vous parle, hier j'étais dans le texte et je me disais, alors je coupe. Et continue à travailler sur le texte. Mais oui, parce qu'en fait, même avec le démarrage de la pièce. Absolument. Parce qu'en fait, ce qui est très compliqué, c'est d'arriver un peu à la dimension, à la hauteur de la pensée de ce personnage, qui n'est pas une pensée organisée. Comment dirais-je, logique d'une certaine façon, mais c'est ça qui est extraordinaire. Même quand il vous a perdu, il vous ramène là où vous devez être. Un personnage singulier et sensible, qui parle d'amour aussi, d'une lettre d'amour. Oui. Je vous propose d'écouter ce petit passage. Avec tes tresses d'indienne, t'es vraiment pas vilaine. J'ai écrit ce poème pour te dire que je t'aime. C'est beau, hein? Donc voilà, là c'est un petit extrait de lecture de lettre d'amour. Oui. Qu'est-ce que vous avez une petite réaction sur cet extrait-là en particulier? Eh bien, c'est encore une fois la manière dont il s'approprie les choses. D'ailleurs, c'est une lettre d'amour qui appartient à son meilleur ami, E.T., l'extraterrestre, comme il le nomme. Donc, il va lui chipper, lui piquer cette lettre d'amour qui est destinée à une jeune femme. Et il va, la lire à sa manière. Et encore une fois, on peut avoir l'impression que c'est mal lu, que c'est mal porté, mal incarné, mais en même temps, cette innocence qu'il a rend la chose extraordinaire. Ça aussi, c'est une chose qui moi, m'interpelle et m'intéresse beaucoup. C'est ces gens qu'on dit ordinaires et qui deviennent extraordinaires. Alors, pas forcément par leur volonté, mais par les circonstances des événements qui vont arriver dans leur vie et qui deviennent extraordinaires. C'est ça qui, moi, me bouleverse chez lui, c'est que il y a des gens qui ont la maîtrise, par exemple, du langage, qui ont la maîtrise de la pensée et qui voyagent avec ça. Lui, en fait, c'est des fulgurances, c'est de l'instinct, c'est une perception qu'il, d'ailleurs, il le dit dans la pièce, le rend libre. Libre de penser, de vivre les choses comme il les ressent. Comme lui n'en a pas la conscience, donc tout va bien, mais dans le regard des autres, et c'est pour ça qu'on ne lui a jamais donné l'occasion de vraiment de parler, puisque quand il le fait, c'est pas normal. C'est pas correct, c'est pas maîtrisé, et il n'y a pas dans l'esprit des gens la beauté du langage. Mais on s'aperçoit au fur et à mesure, dans sa liberté, dans son innocence qu'il a, qui nous emmène sur de la poésie, qui en tout cas, moi, me bouleverse. C'est un peu vous aussi, ce personnage. En tout cas, on va l'explorer, votre personnage, vous-même, dans cette deuxième partie d'émission que je vous propose d'aborder. C'est le moment où je m'éclipse et je vous propose 4 mots sur lesquels vous allez pouvoir rebondir, éclairer. Oh. À tout de suite, Pascal. À tout de suite. Pascal Demolon. Oui.
Est-ce que vous êtes bien? Je suis très bien, tout va bien. Tout va bien. Ouais. Bon, alors, on enchaîne. D'accord. Voici mon premier mot. Oui. Et c'est le mot vase. Vase. Mon Dieu, alors. Vous savez pourquoi je l'ai choisi? Écoutez, Petite idée. Je pense à Soissons, non? Oui. Eh oui. Là où tout a commencé. Voilà. Le 2 septembre 1964. Eh oui, déjà. Oui. C'est là-bas où je suis né. Alors, la petite histoire du vase de Soissons, je l'ai apprise bien plus tard à l'école. Mais effectivement, et d'ailleurs, c'est assez amusant, hein, en faisant simplement des liens comme ça instinctifs. Le vase, figurez-vous que à la maison, j'ai beaucoup de vases parce que j'aime ça. Alors des vases de différentes époques. Des calices aussi? Pas le calice, non. Des vases, je dirais même signés par certains artistes, qui ont choisi notamment la grande période de Valoris, où certains artistes, en dehors de Picasso, il y en a eu plein d'autres, hein, parce que acheter un vase de Picasso, c'est compliqué, c'est très 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 onéreux. Mais j'en ai beaucoup à la maison. Alors évidemment, quand la saison s'y prête, il y a des fleurs dedans parce que j'aime les fleurs. Et voilà ce que je pourrais vous dire sur le vase. Après, évidemment, on peut... Et les vases sont des récipients. Ils recueillent. Et recueillent, vous avez raison. Et moi, je recueille des données puisque je suis journaliste. Oui. Donc, non, sans plaisanterie, racontez-nous un peu quand même votre enfance à Soissons. Vous avez une enfance entre un père agriculteur et couvreur, une maman au foyer. Vous êtes l'aîné d'une grande famille de 8 enfants, 5 au départ et ensuite 3. Vous avez perdu votre papa très jeune. Oui. Ce sont des souvenirs douloureux à évoquer? Écoutez, alors... je repars de Soissons. Soissons, c'est le lieu où je suis né. Et de mémoire, c'est un lieu où on n'est pas resté très longtemps, puisqu'effectivement, vous en parliez, mon père s'est occupé d'une ferme, cela étant pas très loin, on reste quand même dans l'Aisne, du côté de Laon, dans un petit village. Et ça va durer quelques années jusqu'à malheureusement son décès, sa disparition. Donc de là, pour tout vous dire, on quitte cette ferme parce que effectivement ma maman, avec les enfants, ne pouvait pas subvenir et y rester. Et à partir de là, c'est la deuxième partie qui est importante, qui va donc couvrir de 9 ans à 17-18 ans, la fin de mon adolescence. Enfin, la fin, oui, en tous les cas. Jusqu'à 18 ans. Et là, ça sera Reims, qui était en somme la ville la plus proche de là où nous étions, c'est-à-dire dans ce petit village. Et puis il y avait de la famille de ma maman qui se trouvait à Reims. Et là, je dirais que j'ai plus de souvenirs de cette période-là. La précédente, avant la disparition de mon papa, il y a des souvenirs d'enfance et tout, etc. D'ailleurs assez joyeux, pas toujours, mais voilà. Alors avec le temps, on retient surtout les plus beaux souvenirs. Et puis après, un peu malgré nous, parce que c'est important, indispensable pour reconstruire le puzzle de l'existence. On passe aussi par les expériences un petit peu plus douloureuses. Il y en a eu, et voilà. Mais donc, en gros, le parcours, c'est à peu près ça. Donc, Soissons, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas eu le temps d'apprendre l'histoire du vase, parce qu'en fait, on n'y est resté que très peu de temps. Et ensuite, ce parcours que vous nous partagez, merci. Votre papa, vous l'avez perdu à 11 ans, c'est ça? Un peu avant, à 9 ans. En fait, 9 ans. Oui, 9 ans. 9 ans, sa disparition, arrive comme un coup de tonnerre. Alors, vous savez, quand on a 9 ans, c'est surtout physique. Donc, on prend un smirmorque un peu comme ça, de pleine face, mais on ne comprend pas tout de suite tous les tenants et les aboutissants. Donc, on est surtout dans l'émotion du manque de quelqu'un qui, ne sera plus là dans la construction de votre existence à vous. Mais bon, en même
même temps, il n'y a pas la conscience de tout. Et c'est plus tard, en fait, que l'absence va se faire sentir. Les premiers temps, ça a été évidemment une émotion forte, mais encore une fois, elle n'était qu'au niveau émotionnel. Elle n'était pas dans la réflexion qu'on peut avoir après, quand les années arrivent, de ce manque. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quel est son impact? Vous voyez, ça, c'est avec le temps. Ça vous a forcé à grandir beaucoup plus vite aussi. Oui. À mûrir. D'autant que vous étiez, comme je le disais, l'aîné de la famille. Vous étiez chargé de famille d'une certaine façon. D'une certaine façon, oui. C'est-à-dire que ça a accéléré un petit peu le processus, de la maturation, comme on va dire, de la maturité. C'est-à-dire que ça aussi, on s'en rend pas compte tout de suite. Et c'est surtout après qu'on fait le bilan de tout ça. Oui, très vite. Ce qu'on dit être un soutien de famille, c'est concrétisé quand même assez vite pour moi. C'est-à-dire avec la nécessité d'aider avec les moyens que j'avais, ma maman par exemple, en allant à 11 ans faire les saisons dans les villages aux alentours de Reims, en prenant le vélo, en allant à Courcy, même si en vous disant le nom du village, ça ne dira rien à personne, mais enfin juste pour dire que voilà, c'est-à-dire qu'on essaie effectivement à la fois d'être dans son enfance et à la fois d'être présent parce qu'on voit aussi avec son regard la détresse d'une maman qui travaille dur, qui travaille autant qu'elle le peut pour subvenir aux besoins, pour essayer Elle était aide ménagère, votre maman? Oui, elle l'a été, oui, elle l'a été pendant 40 ans. Et ce deuil vous a aussi et l'aide auprès de votre mère vous a obligé à quitter l'école vers 14 ans, c'est ça? Alors, j'aurais pu, parce que on va pas se mentir, j'aurais pu peut-être poursuivre davantage, mais je pense qu'effectivement, il y a deux choses. Il y a la nécessité, tout d'un coup, d'être entre guillemets actif, d'être productif dans le sens gagner un peu de sous pour ne plus déjà dans un premier temps être une charge supplémentaire, c'est-à-dire se défaire un petit peu de cette qui peut devenir une culpabilité aussi. Quand vous voyez votre maman travailler dur et essayer de gagner ce qu'il faut pour subvenir aux besoins des enfants, vous avez, en tout cas moi le réflexe, et d'ailleurs pour la plupart de mes frères et sœurs, pour lesquels j'ai une grande admiration, il y a eu un peu ce réflexe de culpabilité de se dire plus vite on va gagner sa vie et moins on est une charge pour notre mère. Donc ça, effectivement, ça a probablement accéléré les choses. Puis très vite aussi, il y a eu, alors là, difficile à expliquer vraiment, puis ça prendrait du temps. Et je ne veux pas non plus rentrer dans un petit peu ici. Oui, je sais, mais en fait après il y a eu cette aspiration, cette envie de l'ailleurs. Ce désir de liberté en même temps. Parce que c'est vrai que c'était très lourd ce que vous portiez depuis votre prime enfance. Oui. Et cette envie d'ailleurs, ça s'est produit au même moment, à peu près, vers vos 14-15 ans, l'adolescence. Oui, à peu près, oui. Alors, il paraît que c'est un schéma un peu classique. C'est-à-dire que moi, qui ai une fille de 22-23 ans, c'est vrai que, de mémoire, je me rappelle que quand elle est arrivée à 13-14, il y a eu un peu cette envie d'émancipation un peu précoce, à mon goût. Mais en tous les cas, de la part de ma fille, en essayant, de trouver, entre guillemets, sa liberté. Sous certains aspects. Alors moi, à l'époque, je ne me rendais pas vraiment compte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment la conscience très précise du pourquoi on fait les choses. C'est instinctif, c'est émotionnel, et en plus donc de cette situation de vie familiale, il y a eu, je l'ai déjà raconté, mais cette aspiration à devenir acteur. Voilà. Tout d'un coup, sans vraiment comprendre le comment du pourquoi. En fait, je l'ai expliqué quelquefois en disant que la première fois que je suis allé au cinéma en compagnie d'une des amies de ma maman qui, pour la soulager un tout petit peu, avait pris de moi et mon frère pour aller voir un film. Et comme je disais, la référence, elle est pas, elle est pas forcément dans les 100 plus grands films du cinéma français, par exemple, mais qui avait déclenché chez moi une chose. C'est
la réaction du public qui était dans cette salle et qui, à l'unisson, riait, alors qu'ils ne se connaissaient pas tous, d'un même rire. C'est-à-dire par rapport à ce qui se passait sur l'écran. Ça m'a fasciné. C'est-à-dire comment on pouvait fédérer comme ça des gens en 1h30, 2 heures, voilà, et ça, voilà. Donc c'est les deux facteurs qui ont fait que, oui, alors très vite, je suis parti à l'aventure. À l'aventure avec des cours auprès de Xavier Duringer. Alors, Xavier Duringer a été un camarade de classe. C'est-à-dire que notre prof en commun s'appelait Robert Cordier, qui était à cette époque quelqu'un qui avait sa réputation, très bonne réputation, qui avait amené un peu en France l'esprit de la méthode d'acteur studio. C'est-à-dire cette méthode américaine dans le travail, dans le jeu, dans l'exploration justement du ressenti de l'acteur, de sa création et tout, etc. John Strasberg. Alors, après, il y a eu John Strasberg, qui est le fils de Lee Strasberg, le créateur de l'Actor Studio aux États-Unis, avec qui je vais travailler pendant 2 ans. Et en fait, ça va être la continuité un petit peu du travail qui a été amorcé avec Robert Cordier. Et là où je vais rencontrer mon camarade Xavier Duringer, qui, vous le savez peut-être, va devenir plus un auteur-réalisateur que l'acteur voilà, qu'il aurait voulu être. Et d'ailleurs, ça va être à l'origine d'une collaboration qui... Et d'un grand succès, le fameux Baltrap, la pièce Baltrap, oui. En 1991, aux côtés de Vincent Cassel, oui. Joué pendant 2 ans en France et même à l'étranger, et désormais enseigné dans les cours de théâtre. On parle de cette année 1991 parce que c'est là où vous avez vécu votre premier succès théâtral. C'est aussi une année particulière et qui fait référence, écho au deuxième mot. Ce deuxième mot que je vous propose, c'est Yougoslavie. Ah. 1991, c'est aussi le début des guerres en Yougoslavie. Absolument. Je vous laisse poursuivre. Absolument. Vous savez, c'est quand tout à coup vous êtes pris à témoin d'une partie de l'histoire, l'humanité, et que vous vous sentez impuissant face à la douleur, à la détresse, à la violence, à la... Donc, comme chacun d'entre nous de cette époque, on voyait ça aux informations, comme on peut le voir encore aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Et au fur et à mesure, s'est installé en moi, encore une fois, pas une culpabilité, mais d'abord, évidemment, une émotion face à l'horreur, et puis à l'absurdité de l'horreur. Et puis, donc, vous ne comprenez pas très bien, donc vous essayez d'en savoir un peu plus, et vous vous rendez compte que l'horreur, en plus, est nourrie par vraiment l'absurdité. C'est-à-dire que dans le détail, ces guerres de territoire, ces guerres qui appartiennent à l'histoire, qui se répètent inlassablement, comme on peut le voir aujourd'hui et depuis, j'ai l'impression, depuis longtemps, ça a fini par me toucher. Et au moment où je vais décider de partir, je crois pour moi c'est en 94, c'est que j'étais à un moment de ma vie où je me sentais inutile. Le travail de l'acteur était plutôt rare, très rare, après cette belle aventure de Baltrap. Très étonnamment, la pièce avait eu un succès dont on était aussi un peu à l'origine avec Vincent, le texte de Xavier Duringer, enfin vraiment un joli succès, ce qui pouvait nous donner l'impression qu'après les choses seraient plus simples. Elles ne l'ont pas été, du moins pour moi. Donc à un moment donné, vous êtes là dans la vie, vous vous interrogez sur ce qui est important, sur voilà cette envie aussi d'être utile quelque part à un moment donné, et voilà, tout d'un coup s'installe en moi le désir profond d'être utile, et je vais prendre contact avec une association humanitaire qui s'appelle Première Urgence, qui avait été créée pour le conflit en ex-Yougoslavie. Je vais prendre contact avec eux, ils vont me mettre à l'épreuve pendant 3 mois en allant faire des palettes à Rungis, des colis qui seront envoyés après en Yougoslavie, et à un moment donné, ils jugent que mes intentions et mes capacités peuvent servir sur le terrain, et c'est là où je vais partir. Voilà, je vais partir pendant presque une année, en 2 fois, voilà, là-bas. Où ça, là-bas Donc, on était, comme la plupart des ONG, ainsi que les Casques Bleus, on était basés à Split, sur la côte
dalmates, et à partir de là, des missions se mettaient en place avec toutes les difficultés que ça pouvait comporter, les autorisations des belligérants, parce que voilà, c'était presque une guerre fratricide en dehors de l'appartenance que revendiquaient les uns et les autres. C'est-à-dire que c'était un pays, où on vivait ensemble. Et donc après, il y a eu des missions sur Sarajevo, Mostar, Kiseljak, enfin partout où on pouvait aller. Et puis beaucoup dans les camps de réfugiés qui étaient nombreux à ce moment-là. Je vous dis, il y a un parallèle, sans rentrer trop dans les détails, forcément qui fait penser à la guerre en Ukraine. C'est-à-dire, c'est quasiment les mêmes composantes, c'est quasiment les mêmes causes, c'est la même absurdité. C'est après, si on avait plus le temps d'en parler, on pourrait s'interroger sur le comment, le pourquoi on en arrive encore à engendrer, à essayer de rendre légitime l'horreur de ces guerres. Donc, si vous voulez, pour résumer, mon désir était de me sentir utile quelque part. Ce qui m'a amené à m'engager, sur ce moment de l'histoire. Évidemment, sans rentrer dans les détails, c'est quelque chose qui va être extrêmement éprouvant, mais où, même si ça restera un peu amer quand je rentrerai, parce que on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'on a été utile à quelque chose, puisqu'on n'a pas le sentiment, et on n'a pas non plus cette ambition de se dire qu'on peut arrêter une guerre juste parce que nous on a envie de l'arrêter. Donc ça sera pas aussi simple que ça. Et puis il y aura toutes les contradictions de ce qui peut être beau quand on essaie de faire quelque chose pour les autres, et puis le résultat qui parfois était amer, puisque cette guerre va continuer encore un tout petit peu pour s'arrêter enfin quand la communauté internationale décidera de faire ce qu'il faut pour qu'elle s'arrête. Vous veniez en aide auprès des populations, c'est ça? Oui. Depuis la Croatie? Oui. Oui, effectivement. Donc sur la région de la Croatie, qui est devenue, après avoir été en guerre dès le départ de ce conflit, s'est retrouvée donc un peu en dehors des conflits les plus violents, les plus durs, avec les Bosniaques, les Serbes et tout, etc. Et donc là, c'était, si vous voulez, la base de tout le monde, des forces armées, les casques bleus. Donc il y avait quotidiennement des réunions les uns avec les autres, les ONG et les forces militaires, donc avec tous les belligérants, où il fallait demander à obtenir des autorisations pour des convois humanitaires pour aller au cœur de conflits. Donc Sarajevo, qui est devenu un symbole de la ville assiégée, et puis toutes les autres zones, qui étaient vraiment dans une guerre violente. Donc on partait quand on avait ces autorisations, dès qu'on le pouvait, on partait sur le terrain pour apporter cette aide humanitaire, vous savez, qui consiste en de la nourriture, des choses qui paraissent absurdes, quand on n'est pas dans ce genre de situation, du savon, du dentifrice, des tables d'opération, du matériel, ceci, cela, et puis parfois on était amené aussi à construire dans les camps de réfugiés des sanitaires, des choses. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça, sans être un expert, on se prête, on essaie d'être là où il y a d'être utile. Voilà, comme vous disiez, dans la vous essayez d'être utile et d'aider. Cette expérience, j'imagine, vous a totalement bouleversé et changé votre parcours de vie par la suite? Oui, en tout cas, je la porte en moi. C'est-à-dire que c'est comme tous les souvenirs qu'on peut avoir les uns les autres de notre existence. Oui, je la porte en moi. Si vous voulez, en gros, le risque que j'ai pris, c'était de voir pour de vrai ce que je voyais à la télévision. C'était pas du voyeurisme, mais c'était malgré moi, parce que l'objectif, c'était encore une fois de s'imaginer, de se dire qu'on pouvait. Vous savez, quelqu'un, d'ailleurs, lorsque j'étais rentré la première fois, au bout de quelques mois, quelqu'un m'avait interpellé sur les raisons pour lesquelles j'étais parti et trouvait ça totalement absurde, et avait le sentiment que ceux qui s'investissaient dans l'envie d'aider les autres
c'était plus pour se donner une gloire personnelle ou une bonne dimension. conscience. Voilà, absolument. Donc il m'avait un peu interpellé comme ça et je lui dis mais tu sais, je ne sais pas moi si tu as déjà eu cette expérience d'avoir peur, d'avoir froid et d'avoir faim. Et à ce moment-là, essaie de te l'imaginer qu'il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient de là-bas, juste pour te donner une couverture, de quoi manger et passer du temps avec toi autant que c'est possible. Imagine ce réconfort et cet espoir que ça peut donner. C'est ce que j'ai répondu à ce monsieur pour ne pas voilà répondre davantage au fait que... Alors ce qui était assez étonnant, je vais vous faire une petite confidence, c'est que j'en avais parlé à personne de ce voyage, y compris à 2 amis proches à cette époque-là. Et pour tout vous dire, il y a quelques mois, j'étais en train de déjeuner avec ma maman en présence d'un de mes frères qui lui avait été au courant mais qui, sur ma demande, avait gardé le secret. Et là, voilà, le temps est passé, et là, dans la conversation, d'un coup, je ne sais pas pourquoi, mon frère balance le fait que j'étais parti. Et ma mère s'est retrouvée stupéfaite en entendant ce qu'elle entendait, puisqu'elle ne l'avait jamais su, s'est mise à pleurer, à retard comme ça, en s'imaginant ce que ça avait pu être à table. Pour vous dire que, en réalité, voilà, je l'avais fait dans une immense discrétion parce que ça m'appartenait. C'était pas une histoire que j'avais envie de raconter. Alors je la raconte parce que le temps a passé. Ça résonne avec votre seule en scène. Dire toute la vérité, l'ombre, la lumière, ce qui doit rester caché ou non. Je vous propose le 3e mot, c'est le mot persévérance. Ah. Vous êtes un acteur persévérant. Vous êtes accroché. Les temps n'étaient pas toujours très simples. Vous avez fait toutes sortes de petits boulots invraisemblables. J'ai lu dératiseur, vendeur de vêtements, conteur de poèmes, livreur, caissier, serveur et même effaceur de cellulite. Oui, tout ça est vrai. La liste n'est pas exhaustive, mais tout ce que vous dites est vrai. Dératiseur aussi, ça n'a pas duré longtemps. Alors après... bon, je vous parlerai pas de toutes les saisons que j'ai pu faire, les vendanges, les betteraves dans la Champagne pouilleuse. Oui, c'était un parcours, et puis les chantiers, voilà. Parce que finalement, vous n'arriviez pas à vivre de votre art. Non. Beaucoup de petits rôles, de figuration, oui. Oui. Donc, alors la persévérance. Qu'est-ce que je pourrais dire de la persévérance? En fait, en réalité. Quand les choses ont basculé un petit peu pour moi, quand elles sont devenues plus joyeuses, je ne m'étais pas vraiment rendu compte véritablement. Je le vivais au quotidien, je ne vais pas vous mentir, il y a des jours où c'était triste. Il y a des jours où on se remet en question, il y a des jours où on ne comprend pas, il y a des jours où on voudrait avoir une réponse, on voudrait une porte qui s'ouvre, qui soit en fait la récompense des années qu'on passe à désirer quelque chose. Mais la persévérance, en fait, on s'en rend pas compte parce qu'il y a l'urgence de la vie. Comme vous le dites, à un moment donné, il faut un toit, il faut manger, il faut voilà rester propre, il faut parfois payer ses cours, il faut voilà, il y a et ben voilà, il y a des années qui passent et puis après vous avez une vie. J'ai rencontré une femme, je suis le papa d'une fille. Il y a toute la culpabilité qui vient aussi par-dessus ça en vous disant mais maintenant que j'ai un enfant, il faut que je puisse assumer que je sois voilà à la hauteur de la situation et des enjeux de ma nouvelle vie. Enfin, il y a tout ça qui se mélange. Donc vous êtes dans une urgence, c'est ça que je vais vous dire. Et cette urgence fait que vous ne savez pas si en réalité vous êtes dans une persévérance. Alors ça se fait parfois indépendamment de vous, mais en réalité elle est là, puisque je suis là aujourd'hui à vous parler non seulement d'un spectacle, et puis on va dire que depuis un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai vraiment le sentiment d'avoir un métier. Le métier que j'ai désiré évidemment. Donc vous êtes passé du mode survie au mode vie. Oui. D'une certaine façon, avec des belles rencontres, notamment celle avec Alexandre Astier. Oui. Que vous pouvez peut-être nous raconter, qui a changé quand même aussi le cours des choses. Ah oui, je le disais, il y a un moment donné, il y a un moment d'ailleurs, voilà, je le racontais un moment, j'ai décidé, voilà, de partir pour ne plus mettre mal à l'aise les gens qui m'aimaient et qui se posaient la question de savoir s'il fallait me parler pour me dire que peut-être à 43 ans, c'était peut-être le bon moment pour penser à faire autre chose. Et il va y avoir, oui, sur un coup de fil d'un ami
qui me propose, sachant que j'étais dans la peine et que je n'avais bientôt plus de quoi payer le loyer à Paris et que j'avais pris la décision de repartir d'où je venais, c'est-à-dire à Reims essentiellement, et donc ce coup de fil me propose une figuration de 5 jours. Je ne sais pas si c'était de l'orgueil, de l'ego, je lui dis non merci parce que j'avais l'impression d'être arrivé au bout des choses, parce que j'en ai fait beaucoup de figurations pendant toutes ces années aussi, et puis je me ravise parce que je me fais un petit cas de conscience, je le rappelle le lendemain, et un peu en étant bravard, je lui dis ok, d'accord, très bien, ça sera le dernier round de ce parcours de comédien plus ou moins réussi, etc. Je le fais, j'y vais, je ne sais pas qui il y a sur ce tournage et je ne veux pas le savoir. Le premier soir où on va me solliciter dans cette figuration avec mon camarade, je vais m'apercevoir qu'il y a Alexandre Astier, voilà. Kaamelott. Kaamelott, qui va me proposer un petit Après rôle. une scène en plus dans un cimetière, donc c'est comme si vous enterriez Oula, votre exactement. précédente vie. Oui, parce que le premier truc qu'on avait à faire avec les 3 autres camarades, on était moins 15, hein, je le dis, moins 15, plein hiver. Notre costume se résumait à une petite chemise blanche et puis un costume noir que nous portions tous les 4. Et la première chose sur laquelle on va nous solliciter, c'est de faire tomber un cercueil au fond du trou. Donc, vous voyez, l'ambiance, elle est, comment dirais-je, elle est pas très festive. Donc, vous avez l'impression qu'en ayant accepté cette dernière figuration, que le sort s'acharne sur vous en vous mettant dans une ambiance pas, comment dirais-je, pas très joyeuse, voilà. Et plus le froid de moins 15, pas loin, en tout cas, moins 10, hein, je m'en souviens, c'est pas, j'en rajoute pas, hein, je vous dis vraiment les choses telles qu'elles étaient. Et à ce moment-là, sur la première mise en place, je vais m'apercevoir qu'Alexandre Astier remonte l'allée du cimetière pour venir se recueillir devant ce cercueil, je crois avec Patrick Chenet, et que là, tout d'un coup, je suis pris d'une angoisse idiote. Mais de me dire, je ne veux pas que ce monsieur, pour lequel j'avais de l'estime, puisque j'étais un fan aussi de Kaamelott, qu'il me voit là, quoi. Donc j'ai tout fait pendant 4 jours pour qu'il ne me voie pas. Et finalement, il vous voit, Ouais. et il vous propose un rôle quand même plusieurs jours de tournage. Parce qu'il faut qu'on Oui. on est quand même limité en temps, même si on a Pardon, beaucoup de excusez-moi. temps. Non, pas du tout. Il Mais est quand même, bavard. on va passer au 4e mot, Oui. qui est justement un mot positif pour terminer, Oui. qui va dans le sens de ce que vous nous racontez. C'est le mot croire. Ah, Croire, justement. Y croire, croire en soi, croire en la vie. Croire en Dieu. oui. Ah oui, ça c'est une question, oui. Et ça me fait penser à plein de choses. Croire. Je pourrais vous citer un ami qui avait écrit une pièce merveilleuse qui s'appelait Héloïse Abélard ou les noces d'absence, qui était une merveilleuse pièce qu'on avait jouée en province. Et à un moment donné, il dit dedans, c'est par l'amour que l'homme est Dieu. Je pourrais aussi, ça me fait penser à cette phrase en exergue d'un livre sur l'histoire des religions, qui disait en substance, c'est dans l'abandon de soi qu'on peut trouver et recevoir, surtout recevoir Dieu. Cette phrase m'avait marqué parce que je l'ai autant que je peux appliqué dans ma vie. C'est dans l'abandon de soi qu'on peut recevoir aussi les autres. Donc croire, et d'ailleurs, permettez-moi, je vais essayer d'être le plus court possible, j'avais écrit un petit poème il y a fort longtemps qui commençait par « Il faut croire pour voir ». Attendez, hein, voilà, au moment où je vais vous le dire, évidemment, il faut croire pour voir. Il faut croire pour voir ce qui va choir dans ton miroir. Alors le cœur s'ouvre et voilà. Le reste, je peux plus vous le dire, je l'ai plus en mémoire. Mais vous voyez, croire, c'est forcément quelque chose, comme je pense la plupart d'entre nous, voilà, est un mot. Et puis Brel le disait tellement bien, quoi. Il faut croire, oui, pour voir ce qui va choir dans ton miroir. Il faut croire aux rêves que l'on peut avoir. Il faut croire aussi au monde dans lequel on est. Il faut accepter l'épreuve de se dire que c'est pas toujours simple, que le monde dans lequel on est ne répond pas forcément à la poésie qu'on en attend ou à la beauté qu'on y cherche, mais néanmoins, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que de croire? Je pense que notre existence est une expérience, c'est un voyage. Une vie dans laquelle on ne lutte pas avec sa finalité, mais on lutte pour en faire quelque chose de plus joli possible. D'où, effectivement, pour en revenir très rapidement sur le spectacle et ce personnage si singulier, qui lui
va avoir cette force, moins le plus longtemps possible, de croire qu'un jour, voilà, il pourra être perçu par les autres comme quelqu'un de normal. Voilà, normal. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la normalité? Et je disais, il n'y a pas très longtemps, sur la longue liste des espèces en voie de disparition, il y en a une dont on ne parle que très peu, c'est la vérité. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, la moindre petite vérité peut être en danger de mort. Et alors, Blaise Pascal, pardon, tout me vient comme ça dans la tête. Blaise Pascal disait « vérité d'ici, mensonge d'au-delà ». Et c'est le voyage que je propose de faire aux spectateurs qui auront, je l'espère, envie de venir voir et écouter ce spectacle. D'où le titre, c'est qui a fait quoi ou c'est quoi qui a fait qui. Toujours cette quête de la réponse la plus vraie, même si elle est cruelle, même si elle est douloureuse, mais je pense que voilà, c'est-à-dire que le challenge, en tout cas, ce que je souhaite, ce que j'essaie de faire, c'est, si vous voulez, j'ai essayé de faire dans ma vie, c'est d'apprendre, d'écouter, de recevoir le plus possible. Et la deuxième phase de ma vie, c'est de me dire qu'est-ce que je fais de ce que je sais. Et c'est un peu ce que propose ce personnage. Qu'est-ce que vous faites de ce que vous savez? Est-ce que la vérité, ça vous intéresse? Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est pas une fin en soi, c'est pas un jugement sur l'autre. C'est ensemble d'essayer de trouver ce qu'il y a de meilleur dans l'existence pour en faire quelque chose de joli. Donc, forcément. C'est ça la vérité pour vous? Oui. Moi, je suis pour le bonheur pour tous, et j'aimerais que ça soit pas simplement un mot qu'on met dans la poésie ou dans les films ou dans les chansons. J'aimerais que ce soit un mot qui soit au quotidien. En même temps, vous devez vous imaginer que je ne suis pas complètement naïf maintenant parce que j'ai vieilli, mais néanmoins, oui, j'ai toujours envie de, même dans les moments difficiles, envie de croire que c'est possible. C'est une forme d'utopie, mais je vois pas pourquoi. Vous enlevez vos lunettes? Ah oui, pardon. Oui, non, parce que tout d'un coup, je suis dans mes pensées. Comment? Pour mieux voir, pour mieux croire. Oui, vous savez, on voit aussi de l'intérieur beaucoup de choses. Hein. Absolument. Et vous êtes bien tombé dans lumière intérieure. Justement, je dis tout le temps justement, il faudrait que j'arrête de dire justement, vos croyances, est-ce que vous avez vous-même une pratique religieuse, une foi? Alors, j'ai un parcours, classique, on va dire, c'est-à-dire que j'ai fait ma première communion, j'ai eu une éducation, voilà, chrétienne, et ensuite j'ai eu la chance, un cadeau de mon existence, c'est la curiosité. Et cette curiosité m'a fait partir aussi à la question que vous me posiez tout à l'heure, 14 ans, pourquoi? Enfin, vous voyez, c'est un ensemble de choses. Et m'a porté aussi à essayer d'en savoir le plus sur la religion des autres, la manière dont ils l'appréhendent, ce qu'ils en font, vous voyez. Aussi, c'est un vaste sujet. C'est-à-dire que, est-ce que, au nom d'un Dieu, d'une croyance, d'une foi, est-ce qu'on peut rendre légitime la cruauté, la violence, voilà, qui est parfois et au nom d'un Dieu. Enfin, vous voyez, ma curiosité a fait que je parle, quand j'en ai l'occasion, avec ceux qui ont une religion, une autre, et tout, etc. D'ailleurs, vous voyez, tout à l'heure, je vous citais cette phrase en exergue de ce livre sur l'histoire des religions. Et je pense qu'elle résume assez bien ce que je peux penser aujourd'hui, c'est-à-dire c'est dans l'abandon de soi qu'on peut recevoir Dieu. Quelle qu'en soit l'image qu'on se donne, quelle que soit la façon dont on le nomme, je pense qu'aujourd'hui j'en suis à un stade où je me dis c'est par l'amour que l'homme est Dieu. Donc si vous voulez, c'est un peu ma religion, même si encore une fois, je suis face aux contradictions de ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui quand on voit le résultat de certains comportements, de la manière dont tout ça est en train de, comment dirais-je, de sa gestation est parfois désespérante. Mais ma religion aujourd'hui, d'abord, elle est intime et elle est de plus en plus. Je me suis déconnecté il n'y a pas très longtemps d'un monde pour entrer dans un autre. Par exemple, c'est tout ça. J'ai quitté Paris au bout de 30 ans pour aller vivre dans un village. Qu'est-ce que ça veut dire un village? Ça veut dire autour de soi une nature beaucoup plus présente.
Une nature, ça veut dire du silence. Comme je vous le disais tout à l'heure, on oublie tout dans le bruit, on se souvient dans le silence. J'ai eu des expériences émouvantes par rapport à ce qu'on dit être religion. Par exemple, en Inde, lorsque j'y étais, j'ai eu une expérience qui n'était pas voulue, qui n'était pas préméditée et qui a aussi changé ma perception. À une époque, je me disais que la religion était, par exemple la Bible, le premier code civil du vivre ensemble, et écrit avec une profondeur, une dimension divine, exceptionnelle. Et cette Bible, vous la lisez encore? Vous allez dans les églises? Vous portez un prénom quand même extrêmement biblique, Oui. Pascal. Oui. La fête de Pâques, vous l'avez fêtée? C'est-à-dire que soit je le fais concrètement avec la famille, ou soit je suis dans l'état de... ça change un petit peu la donne voilà, à ce moment-là, parce que effectivement, vous voyez, les fêtes, par exemple, les fêtes religieuses, comme ce rituel, nous rappellent, voilà, justement, dans le silence on se souvient, mais c'est comme Noël. Enfin, je veux dire, ce sont des endroits d'abord chaleureux, enfin en tout cas humainement, c'est un rassemblement comme ça, enfin, ça devait l'être, et en même temps, c'est une espèce de pause qu'on fait sur image pour se donner le temps de penser, de ressentir d'autres choses. Petite pause, grande pause, puisque je reviens vers vous pour la fin de l'émission. À tout de suite. À tout de suite. Merci. Voilà, je suis de nouveau en face de vous, Pascal Demolon. C'est magique. Une expérience qui vous a plu? Oui, Ouais. beaucoup. Et un mot qui vous a particulièrement touché parmi les quatre? Les quatre étaient très pertinents, très intéressants. Je vais finir avec croire. Yougoslavie, Oui, et on a fini par croire. oui. Je vais rester sur celui-là alors pour ce qui va advenir, voilà, ce qui va arriver. Avec de très belles phrases que vous avez prononcées. Oui, Notamment, c'est par l'amour que l'homme est Dieu. absolument. Absolument, c'est la phrase qui a été citée par un ami écrivain dans une pièce qui s'appelait Héloïse Abélard ou Les noces d'absence. Vous nous Et en j'en avez ai fait parlé. un petit peu un C'est une talisman. très jolie phrase. En tout cas, croire, c'est aussi un peu la thématique de votre one-man show, Oui. le premier. C'est Alors, pas one man show, seul Ouais, en scène. seul en scène, Pardon, pardon. non. Seul en scène. C'est vrai que c'est pas un one-man show, c'est un seul en scène. J'ai un grand C'est respect de exactement tout, ça. hein, mais là, Oui, c'est pas là. absolument. Pardonnez-moi. Non, je vous en prie. Donc, un seul en scène, c'est qui a fait quoi? Oui. Formidable, qui vient de démarrer. Donc, la première était hier, il y a Voilà. très peu de temps, à voir au Théâtre de l'Œuvre, et ce jusqu'en juillet. Le 1er juillet, oui, Jusqu'au jusqu'au 1er 1er juillet à 21h. Donc fin juin, début juillet. Oui. Merci infiniment Pascal Demolon. Merci à vous. Merci à vous derrière vos écrans. Comme d'habitude, vous pouvez voir le replay, revoir l'émission sur notre site internet ktotv.com. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.